L'autisme reste une énigme, un trouble du développement difficile à définir et dont on ne connaît toujours pas les causes. Mais partout dans le monde, le regard de la société est en train de changer. On s'indigne de ces personnes laissées à l'écart. Pourquoi ne pas les intégrer à l'école? Leur permettre de travailler, d'avoir une vie adulte autonome? Autant de questions à peine formulées il y a 20 ans et auxquelles chaque pays apporte ses propres réponses. Voie F, l'Intercité, départ initialement prévu à 8 heures, est annoncé avec un retard de 10 minutes environ. Merci de votre compréhension. Bien. J'ai le chef de gare, le chef de gare. Il est pas là. Non, ça me fait pas peur, je suis tranquille. Peut-être qu'il y a des travaux, peut-être qu'il y a des travaux, peut-être. Il n'y a pas de travaux, en fait. Mais il arrive avec du retard. Il est là le conducteur, il est là le conducteur. Ah, je vois, ouais, je vois. 14. Bienvenue à Brive-la-Gaillarde. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Ah, c'est bon. Ça roule maintenant. Emmanuel, 17 ans, est autiste. Un trouble qui touche 3 garçons pour une fille, environ 500 000 personnes en France et autant d'histoires singulières. Actuellement, on définit l'autisme par des troubles observables, des symptômes dans l'ordre de la relation, retrait de contact, difficulté de relation, difficulté de gestuelle aussi. Dans l'ordre de la communication, des difficultés de communication et de langage, et puis une forme spéciale de pensée avec une focalisation d'intérêt sur des détails et une tendance à l'immuabilité. En 40 ans d'exercice comme psychiatre, Jacques Constant a accompagné des centaines d'autistes, vu évoluer les définitions et traverser tous les conflits sur le sujet. Le professeur Bernard Gols, lui, dirige le service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker depuis 10 ans. Il est aussi psychanalyste et défend l'intérêt des soins psychiques pour les autistes. Franchement, aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'autisme, il faut parler des autistes. C'est une entité complexe avec des formes très différentes. Peu à peu, les classifications ont changé et on a parlé de troubles envahissants du développement, ce qui n'est pas un mauvais terme, parce que c'est vrai que c'est un trouble, c'est vrai que ça gêne le développement et que ça envahit les grands secteurs du développement qui sont l'intelligence, l'affectivité, la communication, la sociabilité. C'est joli la Corrèze. Corrèze 19 et la Creuse 23. Vous connaissez Vierzon? Ah, je vois un TER là-bas qui arrive. À 3 ans, Emmanuel était déjà obnubilé par les trains, ne parlait presque pas et avait de gros troubles du comportement, les premiers signes permettant de poser un diagnostic d'autisme. À cette époque, on pensait encore que les autistes n'avaient aucune chance d'évoluer. À la maternelle, on a eu la place de ces enfants, c'est dans une institution spécialisée, c'est certainement pas dans une école. Oui, il y en a qui nous ont dit il ne saura jamais lire et écrire, voilà, alors qu'il a appris en 3 semaines. Parce que nous, on avait quand même l'impression qu'Emmanuel était un enfant intelligent. Une intelligence différente, certes, une façon de communiquer différente, mais c'était un enfant intelligent pour nous. Donc on a été... Mesdames, messieurs, dans quelques instants, nous arriverons en gare de Limoges. J'ai un rendez-vous avec M. Rossarier, le neuropsychologue, pour le problème de concentration. J'ai rendez-vous, là, j'ai rendez-vous. Le petit ver de terre. Je me souviens que le premier pédopsychiatre qu'on a vu
m'a fait endosser la responsabilité de la maladie d'Emmanuel. Ça, c'est clair. C'était de la faute de la mère, donc... Enfin, on voulait, le médecin-chef de l'hôpital voulait nous faire travailler sur notre couple. C'est nous qui avions des problèmes. Voilà, les problèmes venaient de nous. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte en face? Ce pays autiste, il a d'abord été entièrement, on va dire, sous mandat colonial psychiatrique. Alors d'abord, on a dit aux parents, de toute façon, c'est foutu, il ne va pas se développer, oubliez-le, placez-le loin, à la campagne, dans un asile. Bon, nous allons les sortir de l'autisme. Et au bout d'un temps, les parents ont dit au psychiatre, bah, écoutez, vous ne les sortez pas de l'autisme, alors sortez-les au moins de l'hôpital psychiatrique. Les parents se sont sentis très accusés par les psychanalystes d'être la cause, à l'origine des troubles autistiques de leur enfant, ce qui est inadmissible. Enfin, je veux dire, c'est faux et c'est inadmissible, et aucun psychanalyste aujourd'hui sensé ne le pense. Mais cette période-là est restée marquée par ça. Et on est passé de la conception d'une maladie psychiatrique qu'on appelait psychose, on est arrivé à la notion plutôt d'une manière d'être différente, pas une maladie mais une manière d'être, avec des déficiences, des incapacités, bref, un handicap qui nécessite, pour les enfants en tout cas, une éducation spéciale adaptée à leur mode de percevoir le monde. L'autisme, autrefois une maladie rare qui touchait une personne sur 2000 dans les années 60, serait devenu une véritable épidémie et frapperait désormais une personne sur 100 en Europe. Des chiffres qui ne font pas l'unanimité. Sous le même terme de troubles envahissants du développement, on a rangé progressivement différentes choses. Les troubles envahissants du développement typiques, qui correspondent vraiment à l'autisme. Une deuxième catégorie, les troubles envahissants du développement atypiques. Et puis, alors, le comble du comble, c'est la troisième catégorie, troubles envahissants du développement, toujours, mais qu'on appelle cette fois-ci non spécifiés. Et non spécifié, honnêtement, aujourd'hui, on peut y engouffrer toute la psychopathologie lourde de l'enfance. Alors évidemment, on arrive à des fréquences qu'on entend de temps en temps, un enfant sur 150, un enfant sur 100, un enfant sur 64, qui sont hallucinantes, parce que c'est un grand sac, un grand fourre-tout, où on a mélangé des enfants extrêmement différents et qui ne sont pas tous autistes. Et puis par ailleurs, il y a peut-être aussi des facteurs d'environnement. On a cherché les oligo-éléments, les effets des vaccins. Il n'est pas exclu qu'il y ait effectivement des éléments dans notre environnement qui seraient toxiques neurologiquement et qui expliqueraient l'augmentation des cas d'autisme. En Amérique du Nord, les chiffres sont encore plus impressionnants, sans doute à cause de l'élargissement des définitions. Une personne sur 50 serait autiste. Face à ce problème de santé publique, l'État québécois a choisi de tout miser sur une seule méthode, l'intervention comportementale intensive précoce, appelée aussi ABA. Dylan, come sit. Au Québec, il n'y a pas le choix, c'est l'ABA ou rien. Nice sitting, give me 5. Wonderful. Working for? Chocolate or candy? Candy. 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 Okay, great. Give me X. S. Nice job. This is the reward system. He'll get a reinforcer for every 4 responses. 1, 2, 3, 4. You get? Candy. Yay, go play. Good job, Dylan. Ce qui est important dans l'analyse appliquée du comportement, c'est vraiment l'analyse des données. L'enfant a réussi à faire les phrases ici avec le 10 octobre et en fait le 15 octobre. Donc, on identifie les objectifs et on prend les données, soit oui ou non, s'il est capable d'atteindre cet objectif-là. Ce programme où tout est noté, codifié, a séduit le gouvernement et les parents. L'État rembourse 20 heures par semaine de thérapie ABA jusqu'à l'âge de 6 ans. Mais pour en bénéficier, les familles doivent patienter plusieurs mois car les centres sont débordés de demandes. Ici, par exemple, il faut compter 25 mois d'attente.
Baptiste a 5 ans et n'a jamais parlé. Il n'a pas toujours été tranquille. Pour calmer ses troubles du comportement et lui permettre de reprendre les apprentissages, ses parents ont utilisé un cocktail thérapeutique plébiscité dans les pays anglo-saxons. La Ritaline, un médicament contre l'hyperactivité, et l'entraînement intensif ABA. On le sort avec l'intervention précoce, on le sort de cette espèce de monde parallèle dans lequel il se perd. Nous, les hommes, on a besoin d'un super-héros, on a besoin d'une solution. Il faut Batman qui vient sauver la cité. Puis l'ABA, pour moi, c'était ça. Pour la première fois, ça y est, c'était la force de frappe qu'on avait besoin. Parce qu'avant ça, tout le reste, arrête avec ça, je suis plus capable. Tous les trucs psychologiques, puis machin, je voulais plus rien savoir de ça. Il fallait agir maintenant. Baptiste, est-ce que tu veux ça? Depuis l'âge de 4 ans, Baptiste a donc passé 4000 heures à faire ce type d'exercice. Faute de place en centre de réadaptation, les parents ont payé de leur poche les 40 heures hebdomadaires de rééducation intensive recommandées, soit 70 000 € pour 2 ans. Excellent, c'est très bon, toi. En fait, il y a toujours quelqu'un avec Baptiste. La garderie, il y a toujours quelqu'un, on appelle ça ici un shadow. Donc, c'est quelqu'un qui l'accompagne en tout temps. Puis, à la maison aussi. Donc, nous, en fait, on est 40 heures par semaine avec Baptiste à l'accompagner. C'est pas nécessairement toutes les familles qui vont pouvoir se le permettre ou qui vont accepter de faire 40 heures par semaine de thérapie. Mais avec Baptiste, on a la chance que ça fonctionne. Alors, c'est vraiment bien. Malgré cette prise en charge intensive, Baptiste ne parle toujours pas. Il faut être réaliste. L'ABA, ce n'est pas un produit miracle qui va faire que votre enfant sera plus autiste au bout d'1 an ou 2. Probablement qu'il va parler un jour, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et l'ABA ne répond pas à tous les problèmes. Mais l'ABA est quelque chose de colossal pour son évolution. Dans un paysage anglo-saxon dominé par l'ABA, une petite équipe, tel le village gaulois, résiste. Autour de Laurent Mautron, chercheur français en neurosciences, le groupe de Montréal réunit des scientifiques et des cliniciens qui remettent en cause le consensus autour de cette méthode. C'est un fait qu'on tape beaucoup sur l'ABA et je pense qu'on a le droit de taper sur une technique si on considère qu'elle est non éthique, qu'elle s'appuie sur des fondements scientifiques inexacts, qu'elle exagère ses résultats. Ça, je pense qu'on a le droit de le faire. C'est que l'ABA n'est pas spécialisée dans l'autisme. Elle l'est devenue par une espèce de hasard historique. Il ne faut quand même pas oublier que le behaviorisme, ça a été construit pour expliquer le comportement de la souris blanche et en cage. 2 conditions qui sont assez loin de la vie d'un autiste. Et le rapport coût-bénéfice est absolument défavorable. Le fait de consacrer autant d'argent à l'intervention précoce ABA, en pratique, empêche d'avoir des travaux adaptés, des logements adaptés, des équipes de crise, et empêche d'assurer un suivi discontinu aux adultes tout au long de leur vie, parce que les autistes ont besoin d'une aide discontinue tout au long de leur vie. Pour proposer une alternative à l'ABA, le groupe de Montréal travaille avec des autistes, dont Michel Dawson, scientifique, qui peut enfin mettre au service de la recherche son savoir et son expérience personnelle. You know, so many people decided that I was worthless and had absolutely nothing that I could do, and so on. So it's amazing to me that I can contribute. It's a huge privilege. Michel Dawson est une militante des droits des autistes. Elle a même dénoncé devant la Cour suprême du Canada le caractère non éthique de l'ABA, qui, selon elle, ne tient pas compte de la personnalité des autistes. Est-ce qu'on vraiment on veut des enfants autistes que pour toute leur scolarité va être suivie tout partout, sont beaucoup surveillés quasiment tout le temps? C'est vraiment un problème. Et ils ont des habiletés quotidiennes meilleures que les miennes, mais sont considérés incapables de vivre indépendants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner un peu plus d'indépendance dans n'importe quel environnement? Au niveau de connaissances que l'on a actuellement, on pense qu'il n'y a pas actuellement une technique qui soit à l'autisme comme la clé est à la serrure. Il doit être possible d'en construire une. De même qu'on a longtemps pensé que les sourds étaient forcément des retardés mentaux, on croyait que 80% des autistes étaient déficients, alors qu'ils ne sont que très peu dans ce cas. Isabelle Soulière, neuropsychologue, a montré qu'il suffisait souvent d'adapter les tests pour mettre en évidence leur intelligence particulière. Johnny!
Le fait d'identifier des forces chez les personnes autistes sur le plan perceptif, sur le plan de l'imagerie mentale ou sur le plan du raisonnement, je pense que ça peut être mis à profit dans la façon de leur enseigner puis dans la façon d'adapter leur environnement. Faisons le pari qu'on a un enfant intelligent en face de nous, mais qui est juste pas capable de nous le communiquer. Manu, recouvre-toi. Biberon. Emmanuel a grandi pendant que les professionnels, en France tout particulièrement, se déchiraient pour savoir comment accompagner les autistes. Loin de ces débats, ses parents ont préféré conserver leur liberté de choix. En France, il y a en tout cas visiblement une guerre ouverte entre les tenants de la psychanalyse et les tenants du comportementalisme. Ce qui est extraordinaire, c'est d'arriver à avoir des discours de spécialistes qui soient aussi péremptoires alors qu'ils sont autant en désaccord les uns avec les autres. Je pense qu'aussi il y a une question de pouvoir, de vouloir contrôler les soins de ces enfants-là. On n'a pas de mode d'emploi, nous, hein? On essaye, on voit ce qui marche, et on a toujours fait ça. Et là encore, il va avoir 18 ans, mais là, on vient d'essayer le neuropsychologue, ce qu'on n'avait jamais fait, pour voir si ça améliore son état. Donc on a refusé de rentrer dans un schéma qui soit exclusif. On a varié les approches. Et là, il va détruire ça. Regarde, et on voit pas son corps. Les dos. Oui. Emmanuel a été suivie toute son enfance en Corrèze par la pédopsychiatre Anne-Marie Vaillant. Elle travaille aujourd'hui en région parisienne, à l'hôpital de jour d'Aulnay, où sont accueillis des enfants avec de gros troubles de comportement. Anne-Marie Vaillant continue ici à associer différentes méthodes. Ce jour-là, elle a convié les parents à un atelier qu'elle organise avec une psycholinguiste. On sait que pour les enfants qui ont de l'autisme ou un trouble envahissant du développement, les gestes fonctionnent bien, mais le visuel fonctionne encore mieux. Donc on peut commencer à construire des emplois du temps pour les enfants. Oui, voyez, mardi, mercredi, jeudi. Les parents apprennent avec leurs enfants le langage des pictogrammes, un mode de communication qui est aux autistes ce que la langue des signes est aux sourds. Il y a l'ambulance qui vient le chercher. Il va au judo. Puis il mange. Et il a bien la lecture de haut en bas. Hein. Ça va très très vite une fois qu'ils ont associé le picto à du sens. Ça va vite, hein. Il faut parler aussi. Ouais. Il faut bien poser des mots sur ce que l'enfant vit. Et comme ça, il va pouvoir les utiliser. Je veux sortir, je veux aller dehors. C'est ça qu'il aurait besoin de. Moi, je pense qu'il faut associer toutes les façons de travailler et que personne ne détient la clé. Donc, pour un autiste donné, il y a plein d'autistes très différents. Essayer de suivre toutes les pistes et essayer de proposer aux parents tout ce qu'on sait actuellement, ça permet aussi de choisir ce qui va mieux fonctionner avec cet enfant-là ou avec cette famille-là. Tranquillement, prends ton temps. Jérémy, 12 ans, est déscolarisé. C'est à l'hôpital de jour qu'il travaille désormais les apprentissages de base. Comment on met ? Le chapeau, il est où le chapeau que quand tu mets sur ta tête ? C'est bien. Il voit plus clair. Jérémy, non, je pense pas qu'il aurait sa place à l'école parce que c'est quand même un enfant qui peut avoir des crises de violence et l'école le mettrait plus en échec qu'autre chose. L'école ne convient pas à tout le monde. Parce que c'est des vraies questions aussi, ça. Qui doit s'occuper des enfants autistes ? Alors, on va revenir, ça tourne en rond, hein, c'est qu'est-ce qu'un autiste ? Voilà, mais à partir de quand on peut considérer qu'un enfant, quel type de difficulté peut l'exclure du système scolaire normal ? Souvent, ça passe par des essais. C'est-à-dire qu'on essaye, ils vont un petit peu à l'école ou dans des classes spécialisées adaptées, et puis pareil, soit ça se passe bien et puis on continue, on augmente le temps, soit ça se passe pas bien et puis on arrête et puis ils reviennent à l'hôpital de jour. Tu veux que je t'aide ? Allez, n'aie pas peur. Elle est là. Natache, 8 ans, est déscolarisé, comme Jérémy. Ouais, c'est bien, Natache. Il est suivi à l'hôpital 2 demi-journées par semaine dans différents... seulement en France. Faire quoi ?
On va rouler notre tâche dans le pack. C'est bien. On a essayé de travailler beaucoup sur les angoisses bien particulières présentées par les enfants autistes, qui sont des angoisses, je dirais, de construction corporo-psychique. C'est-à-dire que l'image du corps se construit pas de la même manière, et du coup, ça génère des angoisses que les enfants dits ordinaires ont connues mais vite dépassées. Le packing n'est autorisé que dans le cadre d'une recherche universitaire à laquelle participe l'équipe d'Aulnay. Cette thérapie consiste à envelopper les patients dans des serviettes mouillées et froides. Réchauffer. L'intérêt du froid, c'est que ça saisit le corps et que ça permet à l'enfant de percevoir les limites de son corps et après de concevoir qu'il a un corps avec une peau, une enveloppe. La première indication du packing, c'est l'automutilation. Et après, les très grandes agitations qu'on arrive à calmer par rien, pas même par les médicaments, c'est une deuxième grande indication. Les troubles du sommeil majeur, enfin tout ce qui rend la vie impossible en fait. Là, il y a les genoux, et là, il y a les petites jambes qui se réchauffent. Ça picote quand ça se réchauffe. Oui, c'est là. Là, c'est les jambes. On a gardé aussi bien présente dans notre tête le travail psychanalytique, parce que c'est vrai que le travail psychanalytique nous a beaucoup appris sur les angoisses autistiques. Les psychothérapies d'enfants autistes ne sont pas une cure type d'adultes névrotiques. Simplement, les références à la psychanalyse nous aident à mieux comprendre le monde interne des enfants. Quelles sont la nature des angoisses chez un enfant? Quels sont les mécanismes de défense qu'il a mis en œuvre pour essayer de se protéger? Et comment on peut desserrer tout ça pour l'aider à reprendre son développement, et notamment son développement cognitif? La France est un des rares pays où certains défendent encore l'idée de la psychanalyse. Partout en Europe, les méthodes éducatives ont été jugées plus efficaces. Les autorités de santé françaises ont donc fini, en 2013, par évincer formellement les psychanalystes de la prise en charge des autistes. Mais ce débat sur les méthodes masque depuis longtemps le vrai scandale français. Beaucoup d'autistes végètent à domicile. Jérémy n'est suivi que 2 jours par semaine à l'hôpital, qu'il va devoir quitter car il atteint la limite d'âge, 12 ans. Et avec une demi-heure d'orthophonie par semaine, il n'est pas prêt d'apprendre à parler. On prend les images, on se peut dire bonjour avec tout ça. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Tu es prêt? Et donne Jérémy, bébé. Bébé. C'est très bien. Écoute. Écoute. Donne-moi maman. Maman. Elle est où, maman? Maman. 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 Donne-moi. Tu veux plus m'entendre? Il va plus à l'école depuis 2 ans. Il reste presque tout le temps dans sa chambre, jouer, tout ça. Pour Jérémy, sur le plan d'abord de l'accueil, de sa scolarisation, de son accueil en établissement, effectivement, on est dans un quota de prise en charge qui est insuffisant, y compris au niveau orthophonique. Il est en liste d'attente sur des IME, Instituts médico-éducatifs, et les IME sont surchargés. On a beaucoup d'énergie, mais pas assez de moyens quand même pour les accueillir. Et puis encore jusqu'à 12 ans, 14 ans, ça va, mais après... Moi, je suis scandalisée. Moi, j'ai même des enfants en charge, que j'ai eu en charge, et qui ne vont plus nulle part. Nulle part. Qui restent déscolarisés, avec la grande détresse des familles aussi. Enfin, vous, comme vous disiez, à la maison, au quotidien, avec Jérémy... On va vivre avec. C'est un enfant qui était né bien quand même. Après, à 9 mois, c'est tout. Ce sont beaucoup de choses. Mais là, ça va beaucoup mieux. Et on va lui trouver une place quelque part.
Ne vous inquiétez pas, il aura sa place. On a beaucoup d'endroits, mais aucun lien de place. Enfin, Jérémy, à vendredi prochain. En France, il y a une espèce d'abandon des familles et des personnes autistes. Donc les familles se trouvent extraordinairement démunies parce qu'on les affuble du titre d'aidant. Et donc elles doivent être à la fois la famille qui apporte l'aide affective, émotionnelle, l'aidant qui apporte sa compétence. Et c'est quelque chose d'extraordinairement difficile. Jean-Claude Amezen est médecin, chercheur en biologie et président du comité d'éthique. Il dénonce inlassablement depuis plus de 15 ans les carences de l'accompagnement des autistes en France. Vous savez sans doute qu'en 2004, le Conseil de l'Europe a condamné la France pour non-accès des enfants autistes à l'éducation. Quand on parle de nombre de places, la discordance entre les besoins et ce qui est fait est absolument effarante. Cette question de manque de place est une chape de plomb sur nos épaules, c'est-à-dire qu'en permanence, on sait qu'il y a 30, 40, 50 enfants, on en prend 10, il en reste 50 derrière, et on est sans cesse en train de se demander qui est le plus urgent. Quand on sait ce que vivent les familles, on se sent quand même vraiment sous pression. Natache aurait besoin d'une prise en charge à plein temps. Pour pallier le manque de place, la France a trouvé la parade. Elle exporte ses autistes à l'étranger. La maman de Natache va visiter l'Espéranderie en Belgique ce mercredi-là. On sait qu'il y a une place qui vient de se faire, ce qui n'était pas du tout prévu initialement, donc on a cette opportunité plus vite que prévu. Enfin, ça pose un problème de se dire qu'on est obligé d'envoyer les enfants en Belgique pour qu'ils puissent être soignés correctement. Moi, ça me pose un vrai problème, mais bon, pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Natache est donc partie en Belgique, comme 3000 enfants et autant d'adultes autistes qui vivent dans des établissements privés belges financés par la Sécurité sociale française. Je me permettrai d'être provocateur. Quand un homme politique parle d'autisme, presque toujours on lui demande combien de places vous allez créer. La question quasi provocatrice qu'on pourrait poser, ce serait plutôt combien de places vous comptez fermer. Joseph Chovanec est diplômé de sciences politiques et de philosophie. Il fait partie des 10% d'autistes dits Asperger qui ont de grandes difficultés à avoir des relations sociales, mais une intelligence normale ou supérieure. En France, il se bat pour sortir les autistes des institutions. On me fait régulièrement visiter toutes sortes d'établissements pour gens autistes. J'en ai visité de très nombreux. Ce qu'on ne trouve presque jamais dans ces établissements, c'est la question fondamentale. Est-ce qu'on mène ces gens vers l'autonomie ou est-ce qu'on vise à les maintenir entre quatre murs à long terme? Je pense qu'on devrait quand même viser l'autonomie des gens. En France, de manière assez bizarre, alors que la médecine ne peut pas traiter l'autisme, la place de l'enfant est à l'hôpital. Et on dit, on va essayer d'apporter de l'éducation à l'intérieur de l'hôpital. Et c'est comme si l'hôpital était un lieu de vie, alors que l'hôpital est un lieu de traitement. Dans tous les pays du monde, enfin dans la plupart des pays du monde, la place de l'enfant est à l'école. La médecine, comme l'orthophonie, comme la kinésithérapie, comme la psychologie, comme la psychanalyse, vient en plus. Entre l'hôpital et l'école, l'Italie a choisi. Ce sera l'école pour tous. Dans les années 70, tous les asiles psychiatriques ont été fermés. 30 ans plus tard, les autistes vont à l'école de leur quartier. Allora, dunque, ragazzi, che cosa sappiamo della Sicilia? È la più grande isola d'Italia e nel corso dei secoli ha subito la dominazione. Michele est en CM2. À côté de lui, Teresa, qui l'accompagne en permanence depuis le CP. Spécialement formée à l'autisme, elle est aussi enseignante et peut faire classe à tous les élèves. Résultat, Mickey et elle font vraiment partie du groupe. Allora, Michele, vuoi leggere tu? Tocca a te. Leggi bene, alza la voce. Nel fili pianure
costiere dove, accanto alla rinomata produzione di agrumi. Cosa sono gli agrumi? Arance. Bravissimo, le famose arance di Sicilia. Va bene? Quindi ci sono molti agrumeti, soprattutto intorno alla piana di Catania, perché la zona appunto costiera è la zona più fertile, ovviamente. Alessandro, vuoi continuare tu? Vai. Ogni anno vi accorrono numerosi turisti, smattirati dalle bellezze. All'inizio della Au début du CP, nous n'étions en classe qu'une demi-heure. Puis c'était toute une course dans les couloirs et dans la cour. Ils se jetaient par terre, hurlaient, sautaient sur les bancs. On a fait un atelier jardin-potager pour qu'ils puissent aller dehors, mais avec des règles. Pour nous, c'était une question de survie, parce qu'il ne restait pas en classe. Quand il a commencé à comprendre qu'il pouvait nous faire confiance, les choses ont commencé à s'améliorer. Mais ça nous a pris 2 ans. La Sicilia, abbiamo detto, è un'isola. Mickey reste désormais toute la semaine en classe. Peu importe qu'il n'ait pas le même niveau scolaire que les autres élèves. Ce qui compte, c'est qu'il progresse à son rythme et que d'une année sur l'autre, il suive ses copains. Ce qui est sûr, c'est qu'il comprend certains concepts simples. Mais le fait qu'il arrive à communiquer, à s'ouvrir au monde, qu'il arrive à exprimer ses émotions, s'il est triste, s'il est content, pour moi, c'est une conquête vraiment importante. Si vous cherchez des places pour tous, il y aura toujours quelqu'un qui est sans place. La place, c'est plus une question de place. La place, c'est là. C'est la place des enfants. Et vous êtes, je crois, plus tranquille. Vous savez que quand même, il y a un avenir pour lui. Peut-être ne sera pas un avenir très brillant, mais quand même, il aura un avenir avec les autres. Si nous ne faisons pas l'inclusion quand ils sont des enfants, comment pouvons-nous espérer d'inclure les adultes? Au cœur de la réussite du système italien, un lien très étroit entre les parents, l'équipe enseignante et la psychiatre du dispensaire qui coordonne toutes les interventions autour de l'enfant. Il ne suffit pas de mettre un enfant à l'école avec les autres pour que l'intégration soit effective. Nous prenons les enfants en charge pour le traitement, les familles pour le parent training, la formation des parents, et nous formons aussi des enseignants et des éducateurs. Des enfants autistes non suivis qui resteraient à la maison parce qu'ils ne vont pas à l'école ni nulle part, ici ça n'existe pas. En France, on est loin du modèle de l'école italienne. Il existe bien une loi qui prévoit depuis 2005 l'inclusion des autistes en école ordinaire. Pourtant, la France a été condamnée 2 fois par le Conseil de l'Europe pour avoir violé le droit européen en ne scolarisant pas suffisamment ses autistes. Lorsque des parents se fondant sur la loi de 2005 faisaient un procès devant le tribunal administratif en disant voilà, mon enfant a droit à une scolarisation, mais il n'a pas accès à ce droit. Les tribunaux administratifs indemnisaient les parents en raison de ce manquement à la loi, mais n'imposaient pas la scolarisation. Joseph Chovanec se bat pour un meilleur accueil des autistes à l'école. Il va rencontrer aujourd'hui 200 enseignants. Leur principale inquiétude, des aides de vie scolaire en nombre très insuffisant et qui n'ont reçu que 6 heures de formation à l'autisme. Bonjour à tout le monde. Donc me voilà, une sorte de saltimbanque de l'autisme. Alors, vous connaissez l'adage. Il y a 2 choses sûres dans la vie. Il faut mourir un jour. Et deuxième chose sûre, il faut payer les impôts. J'allais dire, j'en ajouterai une 3e, c'est que quand on est prof ou qu'on exerce,
on aura à un moment ou à un autre des enfants autistes en face de soi. Et moi, je pense que c'est une excellente nouvelle, contrairement aux deux premières. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Question ou problème dont on parle beaucoup entre nous, le manque d'AVS et d'AVS formés pour aider à suivre les enfants autistes ou TED dans nos classes. J'ai la chance d'avoir un enfant TED qui parle très bien, qui est capable de me dire « je n'en peux plus, je veux sortir ». Quand l'AVS est là, c'est possible. Si je suis seule avec ma classe, ce n'est pas possible. Je veux dire, on est là tout seul, tout le temps, avec la détresse des familles, avec des enfants qui souffrent. On trouve les passerelles, on a la tolérance, mais on est démunis. Et là, quand on dit on va les prendre moins, on passe pour les méchants. Et ben moi, je veux dire, je ne veux pas changer. Les questions que vous posez sont des questions politiques. Ça représente un engagement financier, budgétaire pour la collectivité territoriale qui l'assumera, qui naturellement, dans les temps qui sont les nôtres, on nous répond non. Je fais semblant d'être fumeur. Et là, on a un moment de répit par rapport au bruit ambiant. Également, il est très important de sortir parmi les premiers de chaque salle. Comme ça, on évite d'être piégé dans la foule. À force de faire des baratins sur l'autisme, je deviens relativement compétent en matière de baratins sur l'autisme. Mais cela crée une illusion parce que mes autres compétences sociales ne sont pas en proportion. J'habite chez mes parents, je n'ai pas de voiture, situation professionnelle extrêmement compliquée. Et vous savez quoi, de mes amis avec autisme, je crois que je suis l'un de ceux qui s'en sortent le moins bien sur ces critères-là. Je veux dire, d'inclusion sociale. De la maternelle au collège, Emmanuel a toujours été dans des classes pour handicapés, mais dans des écoles ordinaires. Il est maintenant dans un institut médico-éducatif qui accueille une centaine d'élèves avec différents handicaps mentaux. Installez-vous déjà là-bas. Emmanuel. Là Et ben voilà. Mais tu y arrives. Ça, il me l'a dit après. Il faut que tu arrives à te concentrer sur ton travail. Oui. Ça s'était bien passé ton Une fois, je partais dans mon stage, je partais dans mon univers. En stage, je partais dans mon univers en stage. Ah bon, aussi? Ouais. Tu peux pas trop t'évader, hein? Sinon, ils pourront pas me garder, sinon. Eh bien oui. Alors, est-ce que ton projet de l'heure qui suit, ce serait pas de poncer les murs, par exemple? Poncer les murs, si. Hein? Je suis une cale à Ce serait pas un bon projet? Ouais, si. On va voir avec l'équipe éducative pour qu'ils puissent travailler en ESAT. Ce serait bien, ouais. Ce serait bien. C'est un beau challenge, mais le chemin est long encore. Il faut qu'il y ait du rendement, voilà. Alors, du rendement, c'est pas non plus l'entreprise classique qu'on peut connaître, mais il faut qu'il dégage un certain rendement. Yaoundé, Oundé, Yaoundé, Oundé. Yaoundé, Oundé. Je ne le vois pas du tout peindre un bâtiment. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait inventer un métier pour lui. Voilà. On est mal parti. Hein. Alors, si ce n'est pas l'ESAT, Emmanuel peut se retrouver oisif et ne vivre que de l'allocation adulte handicapé. Ça nous inquiète. Alors, on verra. En France, la loi de 1987 impose une contrepartie financière aux entreprises qui n'emploient pas au moins 6% de personnes handicapées. Mais aujourd'hui, cet objectif n'est atteint qu'à moitié.
En Allemagne, comme en France, les autistes peinent à trouver un travail adapté. Maria, 34 ans, autiste Asperger, a un diplôme de langues étrangères. Certes, elle travaille à temps plein, mais dans un atelier pour handicapés. Je fabrique un cheval selon ce modèle. Je gagne 105 € par mois. Je ne peux pas en vivre. J'ai aussi l'allocation de l'assistance sociale. C'est injuste de gagner si peu pour le travail que je fais. Mais ça n'a jamais été le travail que je voulais. Je n'ai pas la possibilité d'exploiter mes capacités, tout ce qu'il y a en moi. 40 à 60% de toutes les personnes définies comme autistes travaillent dans des ateliers pour handicapés. 5% seulement travaillent sur le marché normal de l'emploi. Mais la plupart des autistes ne sont pas des déficients mentaux. Je peux trouver un autre travail sur le marché normal. J'ai toujours eu le désir d'aider les autres, de faire un métier pour aider les gens. Une autiste pour s'occuper de personnes Alzheimer? L'idée a de quoi surprendre, et pourtant. Maria aimerait devenir ergothérapeute. Elle a suivi une formation et trouvé un stage dans cette petite maison de retraite où elle anime différents ateliers. Guten Morgen. Guten Morgen. Und welchen Tag haben wir heute? Donnerstag, richtig, Klaus. In einem Monat ist schon wieder Weihnachten. Ja, da fangen wir mal an mit Gymnastik. Mal das rechte Bein hoch. Und jetzt mal mit den Fuß so bewegen. Rechts und links. Und jetzt schütteln wir alles aus. Alles, was euch ärgert, weg damit. Maria arrive à motiver les gens pour qu'ils participent bien. Elle a une manière d'être qui enthousiasme nos pensionnaires. Je crois qu'ils ne savent pas que Maria est autiste. Mais ils voient qu'elle est différente. Ils réagissent différemment avec elle. Ils sont plus cordiaux. Je trouve qu'on range vite les autistes dans des cases. On dit qu'ils ne sont pas sociables, qu'ils ne savent pas se mettre à la place des autres. On nous considère de manière trop bornée. Les autistes sont comme les autres. Ils ont leurs propres goûts, leurs centres d'intérêt, leurs sentiments, et ils le manifestent chacun à leur façon, comme les gens normaux. C'est important pour moi de gagner mon propre argent et d'être indépendante de l'État. La précarité reste la règle pour les adultes avec autisme. Malheureusement, j'allais dire, je crois ce qui est le plus laissé en friche, ce sont les aspects non médicaux. La question du logement. Je deviens adulte, où est-ce que je vais vivre? En hôpital psychiatrique? Non, mais sans blague. Ou alors un autre sujet dont on ne vous parlera jamais, les personnes âgées avec autisme. N'existe pas, quoi. Voilà. La Suède est sans doute le pays qui accompagne le mieux les autistes tout au long de leur vie. Ici, même les autistes les plus déficients sont inclus dans la société. Une personne handicapée est d'abord un citoyen ordinaire.
Né d'un couple franco-suédois, Félix a 19 ans. Autiste et déficient mental, il a en permanence besoin d'un adulte à ses côtés. Tout est organisé pour qu'il puisse vivre sans être un poids pour sa famille. Ja, Camilla, ska vi se. Nästa vecka, på onsdag, vad har ni planerat? Ska jobba? Ja, men då tänkte vi cykla till Tekniska museet. Och ni ska till Stadsmuseet? Ja, precis. Toppen. Och helgen efter, då ska ni gå på dansa? Ja, precis. Då är det i Sollentuna på Satelliten. Är det? Ja. Det blir hans favorit. Ja. Camilla est l'une des 3 assistantes personnelles de Félix, payées par l'assurance maladie. Elle se relaie soir et week-end pour que Félix puisse sortir, avoir des loisirs, comme tout le monde. La société suédoise est basée sur le fait que tout le monde travaille. C'est pas aux parents de s'occuper d'une personne handicapée gratuitement. Moi, je peux aussi prendre des heures d'assistance, voilà. Et donc, à ce moment-là, je suis payée parce que forcément, si je travaille avec Félix, je ne peux pas travailler ailleurs. Ce n'est pas considéré comme un privilège ou un luxe, mais comme un droit. En Suède, les autistes ont le droit de vivre exactement comme tous les autres. C'est le principe de départ de la société. La Suède a fondé cette révolution non pas sur une politique qui visait l'autisme ou le handicap mental, mais sur une politique fondée sur les droits du citoyen. Est-ce que chaque personne a véritablement accès à ses droits de citoyen, y compris quand cette personne est atteinte d'autisme, y compris quand cette personne a une maladie d'Alzheimer, et non pas est-ce qu'il y a des droits particuliers pour les personnes handicapées qui devraient rejoindre les droits des autres. Félix, il a sa vie. Maintenant, il faut qu'on pense à son avenir. À partir de 19 ans, on estime en Suède qu'on quitte le foyer parental. Hein. Il y a un jour, il faut lâcher, il faut faire confiance au système pour qu'on puisse mourir en paix. C'est là qu'est le problème de tous les parents de personnes handicapées. Donc pour nous, on est vraiment dans une phase où le principal, c'est qu'il ait une belle vie. Ce système dans lequel les parents de Félix mettent toute leur confiance, c'est une société où l'on trouve important qu'une personne, même très handicapée, puisse avoir le maximum d'autonomie. Fabian, 38 ans, fait ses courses lui-même après sa journée au centre d'activité, même si pour cela, il faut rémunérer une assistante de vie. Un système qui fait vivre toute une économie de service. Vilken tycker du? Ja. Ja. Det vill du skulle smyga. Absolut. Går du in till dig då så ses vi inne? Ja. Visst, kom in. Det här är egen nyckel. Jag trivs här. Ja, det är mitt hem. La Suède interdit les institutions de plus de 6 personnes. Cette maison est donc divisée en 4 appartements privés, donnant sur une pièce commune où 3 aidants sont au service des habitants. Starka köttbullar blir det. Nej. Vi fortsätter. Hur stora köttbullar vill du ha egentligen? Jag tror jag gör lite för stora. Nej. Je connais Fabian et travaille avec lui depuis 15 ans. Quand il est arrivé, il ne pouvait même pas dormir seul dans sa chambre. Il ne savait pas se raser, ni lasser ses chaussures, ni faire à manger. Et au long de ces années, il a appris à tout faire. Alors le paradoxe, c'est que des études qui ont été faites en Suède, au Canada, en Belgique, en Grande-Bretagne, montrent que c'est plus humain et c'est pas plus cher. La Suède, c'est assez frappant, la Suède traitait mal les personnes en situation de handicap jusque dans les années 70. Et la Suède a changé radicalement durant les années 90,
En gros, ce que nous disent ces pays, c'est que c'est possible. Et que c'est possible dans des délais, pour certains de ces pays, qui sont relativement courts. À quelques jours de ses 18 ans, Emmanuel retrouve son musicothérapeute et discute de son avenir avec ceux qui l'ont accompagné pendant toute son enfance. C'est marrant comment il envisage les 18 ans. Il est adulte et par définition, il fait ce qu'il veut. Alors, tu voulais être chef de gare à un moment donné. Peintre, travailler dans une entreprise. Tu penses que tu peux y arriver? Je veux y arriver, ouais. Mais Emmanuel envisage de vivre seul en appartement. On pense que tu auras quand même besoin de quelqu'un qui passe de temps en temps pour voir comment tu vas, si tu as besoin de quelque chose. Hein? On veut avec une amie. Par exemple. Ouais. Une amoureuse aussi, pourquoi pas? C'est bien de se projeter. On est de plus en plus nombreux à se bagarrer pour que l'autisme devienne un sujet de société, c'est-à-dire que l'autisme sorte du simple manuel de médecine pour que l'autisme soit pris en compte. Ce n'est pas utopique, ce n'est pas impossible. Beaucoup de pays ont franchi le pas. C'est toute une révolution, j'allais dire presque révolution culturelle qui est à mener et qu'on n'a pas encore esquissée.